Bonjour Renaud. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Renaud Zeb au Salon du Livre d'Île-de-France, édition 2026, j'allais dire le numéro mais j'oublie le numéro. Alors Renaud, tu es dessinateur mais aussi scénariste de bande dessinée. Oui, alors au départ, je faisais des bandes dessinées pour moi-même pendant très très longtemps, depuis l'enfance. Et puis quand une première publication s'est présentée, c'était quelqu'un qui avait fait le scénario. Donc là, pour toutes les publications au début, je n'étais que le dessinateur. Et c'est grâce à ces scénaristes qui sont auto-édités que j'ai pu démarrer il y a 15 ou 16 ans. C'était quoi alors, les premiers? Le premier, ça s'appelait La Rose et l'Aigle. C'était la vie de Joséphine de Beauharnais en version animalière. Il y a eu 3 volumes. Ouais. Les personnages avaient des têtes d'oiseaux, d'insectes, selon la classe, les rangs. Ça a duré donc quelques années. Surtout qu'il y a eu un 4e album qu'il a édité, dont je fais les dessins, mais dont il n'a pas fait le scénario, qui s'appelait Richard de Casanova. Ouais. Et puis quand il a arrêté ses activités, donc j'ai vu comment il a fait, j'ai pu continuer, comment il a fait pour vendre sans avoir d'éditeur, de distributeur sur des salons. Et j'ai été amené de temps en temps à faire des albums tout seul, puisque j'avais pas tout le temps à ce moment-là un scénariste, un nouveau, j'en ai retrouvé d'autres, j'ai fait des séries avec des scénaristes, mais entre les deux, quand j'avais rien, j'ai fait des albums tout seul, comme je le faisais depuis toujours, mais avant j'avais publié jusque-là des choses que j'avais fait tout seul de A à Z, et j'en suis à bientôt le 5e album que je fais tout seul. Oui, 5 albums tout seul, et combien d'albums avec des scénaristes? Alors comme j'en ai sorti 16, c'est 16 Moins 5, 11. Alors ça fera 17 quand il sera sorti le 5e, donc pour l'instant il y en a 16 moins 4, ça fait 10 albums avec scénaristes. Voilà. Avec plusieurs scénaristes? Oui, bon, il y en a un, c'est ma sœur, il y en a d'autres, c'est des gens rencontrés, alors celui dont j'ai parlé, le tout premier, puis deux autres personnes rencontrées au fil des salons que je fais, ou sur internet aussi, il y en a qui ont trouvé mes dessins blanches là-bas. Alors, on voit sur ton stand que tu as des planches. Alors là, sur ta gauche, donc sur ma droite, on dirait des storyboards, c'est bien ça? Oui, que j'ai soumis des scénaristes qui a validé. D'accord. Des storyboards quand même assez détaillés quand même. Ah oui, parce que c'est le scénario qui est à nouveau un scénario historique qui a demandé ça, puisque son texte est extrêmement détaillé. Là, on voit tout ce qu'il demande dans chaque case. Et des fois, je lui ai dit, c'est difficile de tout mettre à l'intérieur. Quand à l'arrière-plan, il veut qu'on voit des cartes avec des flèches pour l'avancée allemande, des ventilateurs, des cendriers, avec des mégots. Il dit, on va pas. Et puis, quand même, le personnage principal, c'est ça avec le texte. Avec un texte qui a l'air assez fourni en plus. Oui, moi, il m'a répondu, oui, mais c'est pas. Parce qu'il fait du documentaire, c'est un petit défaut, mais ce que tu peux mettre quoi, dans tout ce que j'ai dit. Quoi. Parce que l'essentiel, c'est quand même qu'on comprenne l'action. On ne va pas se faire envahir par le décor. C'est peut-être un scénariste qui n'a peut-être pas l'habitude de faire de la bande dessinée et qui n'a pas toujours les codes. Oui, il a toujours fait du roman jusque-là et des livres de tout ce qui est l'histoire. Oui, c'est des documentaires pour la télé. Les scénaristes qui viennent pas de la bande dessinée, souvent ils sont un peu trop bavards. Ils ont l'habitude des romans où on peut parler pendant faire des grandes tirades, alors qu'en bande dessinée, il faut en faire un peu plus concis. Ah oui, et puis surtout, il y a d'une case à l'autre, on passe tout de suite d'un autre lieu. Bon, mais ça, c'est parce que c'est un prologue. J'ai vu qu'il m'a fait faire 9 pages. À la fin, il y a des scènes qui se poursuivent sur plusieurs pages, et là, on rentre plus dans l'histoire. C'est une présentation en fait pour un dossier éditeur aussi, ça. Ah oui, d'accord, c'est pour un projet à présenter aux éditeurs, c'est ça? Oui, mais ça ne veut pas dire que les planches resteront pas telles quelles dans l'album. Ça, je pense qu'elles vont rester telles quelles dans l'album. C'est une histoire qui se déroule sur presque 80 ans. Il faut commencer des choses et résumer après l'histoire. On va prendre plus son temps à partir des bases posées. Bien sûr. Et donc là, devant toi, c'est une planche, une vraie planche, c'est pas un storyboard. Voilà, c'est la même que je suis en train de repasser au crayon, avec plus de détails, puisque là, c'était juste pour mettre en place la composition des cases et de la page. Et une fois que c'est d'accord avec le scénariste, eh bien, je peaufine les détails que je n'avais pas pris le temps, parce qu'il faut aller vite. Là, ça, je fais 7 pages pendant une journée, comme ça. Par contre, là, ça va me prendre 4 jours pour faire une page finalisée. Donc, mais en plus, il y a beaucoup de détails. Là, j'ai repris les décors, les documents photos qui m'a indiqué pour vraiment que la voiture, là, ce soit vraiment une voiture de l'époque. Là, c'était vaguement une voiture de l'époque. Tu n'avais pas de doc, quoi. Oui, la charrette, j'avais juste regardé, mais j'avais pas la photo à côté de moi pour avoir l'ambiance. Maintenant, il faut que la charrette, elle soit exactement comme elle était. Là, à l'époque, dans l'épisode
des années 40, il m'a donné sur un lien sur internet d'une vidéo de l'époque de l'Exode. Donc je vois des choses que j'avais pas vues avant, que j'avais pas fait attention. J'avais mis un conducteur là, et ben non, il était pas là, il était à côté du cheval avec un bâton. Les chevaux ils étaient à la queue pas à côté. Des choses comme ça que je pouvais pas savoir dans le détail tant que j'ai pas analysé. Là, j'avais d'autres soucis, c'était de mettre en page. Maintenant, la compo de la page. Là, c'est vraiment les poteaux que j'ai rajoutés. J'ai vu qu'il y avait des poteaux là que je n'avais pas mis. Bon, il m'avait dit un vélo tordu, je l'avais mis dans le fossé, ça c'était déjà dans son texte. Un casque comme ça, à moitié défoncé, mais c'est tout petit. Là, je vois que je vais avoir du mal à l'échelle des personnages. Je vois que c'est un casque à moitié enfoui dans la terre et une valise éventrée. Bon, ça c'était dans son texte, je le remets comme je peux par rapport à l'échelle que je vois que maintenant c'est tout petit encore plus. C'est-à-dire que lui il sait qu'il y aura le casque, est-ce que le lecteur verra le casque? Non, mais je pense pas sûr. Ça ne gênera pas, c'est ce qu'il m'a dit. Ce qu'il faut mettre par rapport voilà, et puis là, j'ai refait cette casque qui est finie aussi. Il faut qu'on voit tout le monde autour qui est affairé parce que c'est l'effervescence dans le quartier général des militaires. En plus du dialogue, donc j'ai mis tant que je pouvais un personnage au téléphone affolé, il en voulait plusieurs avec des fils dans tous les sens qui sont par terre, des choses par terre, au sol. Et dans la première version qui est en dessous, il ne m'avait pas dit, enfin, le personnage qui parle était de dos. Et après, il m'a dit non, il faut mieux qu'on le voit pas parce que c'est quelqu'un d'important, il ne faut pas qu'on découvre qui c'est tout de suite. Et du coup, ça me donne plus de place, puisqu'on cache tout le décor. Pour remettre, là, il y avait une chaise avec un dossier, je l'avais mis là avant. On ne pouvait pas, et bah, ça cachait la moitié du lourd. Bah, là, il est plus caché, donc je peux remettre une petite perspective là. Donc là, au niveau du storyboard, il y a déjà eu des retouches comme ça. Oui, d'accord. Oui, avec des collages. Là, je lui ai dit que c'était pas possible de mettre. Il avait mis une case avec un pont suspendu à côté de la gare. J'ai regardé sur les lieux, il n'y a pas de pont à côté de la gare. Il dit ah oui, c'est parce que j'avais commencé 2 scènes, mais c'était trop long à expliquer. Donc d'accord, mais seulement la gare et le train arrêté à la gare et pas le train suspendu qu'on aurait d'ailleurs. J'avais déjà un pont suspendu métallique, on l'aurait confondu avec ce qui explose. Donc j'ai dit on enlève ça, c'est moi qui lui ai dit que ça n'allait pas. Et donc il était d'accord. J'ai refait cette case avec la vraie gare, avec une vraie photo de la gare ici. Et j'ai vu que la gare, je l'ai retournée parce que j'avais besoin d'un sens pour ma case. Mais j'ai vu que finalement, c'est la gare de la Charité-sur-Loire. Il y avait une autre photo avant de la gare de Brionne où se passe la page 1. Et j'ai vu que les 2 gares, à part le nom, elles sont faites exactement pareil à l'époque. Oui, il y avait des modèles. Les gares, ils faisaient souvent du même modèle quand c'était la même compagnie. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train de faire. Et quand, alors je l'enverrai ça au crayonné après par mail pour qu'il valide le crayonné cette fois, parce qu'on peut encore gommer facilement. Oui, bien sûr. Et après, s'il me dit que c'est bon crayonné, j'en ferai à l'encre de Chine avec des rotrines, parce que c'est tellement fin que je ne vais pas prendre un pinceau là. Et puis je mettrai la couleur avec les encres de couleur après. Oui, donc en fait là tu nous détailles toute la façon de fabriquer la planche, on va dire un peu à l'ancienne, à la traditionnelle. Oui, parce que j'ai jamais fait autrement. J'ai commencé donc tout petit et ça n'existait pas, les ordinateurs loin de là. Je sais quand même faire. J'ai essayé quand l'ordinateur est arrivé des mises en couleur sur des histoires courtes. Oui, avec Photoshop. Ça m'a pas amusé de faire ça du tout. Je m'en suis tiré quoi. Je sais le faire techniquement. Encore que je sais pas, je sais faire des aplats et des dégradés. Je sais pas faire. Maintenant, je sais qu'il y a des tas de choses sur Photoshop pour faire des effets de peinture, des choses de matière. Ça, effets texture. Je suis pas rentré là-dedans quand même, mais ça m'ennuyait. J'ai l'impression de passer mon temps à détourer des zones et puis de les remplir ensuite. Alors que là, j'ai tout de suite ma palette. J'ai 6 couleurs seulement, mais avec un pinceau et de l'eau. J'ai l'impression de pouvoir nuancer autant que je veux et sur des toutes petites surfaces et que ça me prend finalement moins de temps que de revenir sans cesse sur mes outils, de changer au bout du stylo informatique ce que je veux lui faire pour changer. Alors que là, que j'appuie fort au moins, tout ça, il paraît que c'est pareil maintenant aussi, on appuie fort au moins sur la tablette graphique, ça fait des effets, mais enfin, et puis... Non mais moi j'aime bien le fait que cette technique à l'ancienne, c'est effectivement maintenant, moi je travaille avec une dessinatrice, elle n'a pas de planche, elle fait tout à la tablette graphique. Oui, même le dessin d'ailleurs. Même le dessin, tout est fait à la tablette graphique. Je crois qu'Isler en est revenu, parce que de moi, il y a un moment où il faisait ça, mais maintenant j'ai vu que j'étais surpris, j'ai vu des planches originales de ses derniers albums, c'était à nouveau sur
papier. À nouveau sur du papier, oui. Au bout d'un moment, il y a même le dessin, il le faisait quand même uniquement sur tablette graphique au début des années 2000. Oui, bien sûr. Non, mais après, moi, j'ai rien contre. Chacun travaille à sa façon, mais savoir comment travaille chaque artiste, c'est intéressant. Et dire, moi, j'avais noté en regardant tes albums que les couleurs, j'ai vu tout de suite que c'était pas des couleurs Photoshop, parce que il y avait des nuances, des profondeurs de champ qu'on ne voyait pas forcément. C'est pas des aplats. J'ai jamais aimé ça de toute façon. Moi, quand j'étais enfant, je lisais des BD, je me disais pourquoi ils en font pas plus sur la couleur. Et alors j'ai appris pourquoi, parce que quand j'ai commencé à démarcher les éditeurs de BD au début, j'arrivais avec mes BD peintes quasiment et on me disait la BD c'est pas de la peinture, on voit plus rien, votre personnage là une fois imprimé, les couleurs ton sur ton, on le verra plus dans le paysage. D'ailleurs je l'ai là, la planche de l'époque, alors ça c'est vieux, ça a plus de 30 ans, c'est ces pages là. J'en ai mis 2. Oui. J'ai refait les. Attends, mais montre-les à la caméra parce que là sinon on va pas les voir. Ça j'ai fait ça en 1993, j'avais et c'est une des premiers boulots que j'ai montré à Glénat. D'accord. Porte à porte, il est à côté de chez moi, Glénat à côté, il y a une porte ouverte tous les lundis. Et sur ces planches, il m'a dit voilà, votre personnage là il sera perdu, on verra plus, il y a trop de couleurs qui changent tout le temps. Mais les couleurs sont magnifiques. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. À l'époque, je rajoutais même du crayon de couleur par-dessus. Ah, ok, oui, ça fait des. Encore plus. Oui, encore plus d'effets. Et après, je refaisais du rotring parce que tout ça avait repassé sur le trait de contour. Oui. C'était beau jour. Alors, le texte, c'est pas d'époque, ça, parce que je pensais le sortir et je l'ai pas sorti 30 ans plus tard, vu que j'ai fait une suite 30 ans plus tard. Oui, parce que là, c'est du texte informatique, non? Oui. Ok. Mais à l'époque, j'avais fait à la main. Mais à la main, on m'avait dit, ça c'était dans les cours de BD du soir à l'école du Guéret, faites une typo personnalisée. J'avais tellement personnalisé qu'on aurait pu la calligraphie ancienne et c'était difficilement lisible finalement. Voilà. Donc quand je pensais le ressortir, j'avais refait tous les textes à la machine parce que j'avais fait une suite que je n'ai pas sortie non plus ici, 35 ans plus tard. Et donc là, ça, c'est pas sorti, c'est toujours inédit. Non, voilà, tous les albums, il y en a 40. Depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, il y en a un par an. Oui, quand même. Et le premier paru, c'est celui-là. J'ai attendu donc d'avoir presque 40 ans. Je l'ai fait avant, il a mis 2 ans à sortir en auto-édition. Là, il y en a encore qui ne sont pas sortis parce que je les ai levés entre 2 albums sortis, j'en faisais 2. Et voilà le prochain qui n'est même pas encore sorti. Ça, c'est le dernier sorti. Donc, il y en a 16 de sortis. Ça fera 17 ans que je l'ai sorti. Et donc, le déserteur, il est là, par exemple. Et moi, j'en avais refait un autre, là, bien plus tard, que j'ai pas sorti non plus. C'est pas sorti non plus, je suis avec ma soeur, elle fait un tome 1, elle a pas écrit le tome. Alors, les thèmes qui t'intéressent le plus, j'ai l'impression que ça touche pas mal au fantastique dans ce que tu fais toi tout seul. Parce que c'est là que j'ai le plus de liberté pour dessiner ce que j'ai envie de dessiner, les atmosphères. Donc souvent, c'est des histoires un peu futuristes ou rétro-futuristes ou là, une histoire de manoir hanté, là, ça se passerait au 19e siècle, même si je ne le situe pas dans le temps. Je suis sensible au climat, aux ambiances, et à partir de là, je vais essayer de bâtir une histoire qui a un sens au fil de quelques pages, parce que je me lance, je ne sais pas ce que ça va raconter en général, le sens vient petit à petit, au bout de quelques pages, on est souvent muette au début, avec le premier dialogue que j'insuffle, ça donne une orientation, et petit à petit, il y a un sens qui arrive, et quand j'arrive à un certain nombre de pages, avec toutes les pages déjà faites, ça me renvoie une force de persuasion pour moi-même, pour savoir ce que j'ai le droit de faire, et qui va être cohérent en fonction de ça, mais au moins je suis sûr que j'ai les images que je veux avoir dessinées. Donc quand tu démarres ton album comme ça, tu sais pas comment ça finit? Non, je ne sais pas ce que ça va raconter exactement. Ah, c'est étonnant, comme processus. Et ça fait des albums souvent assez épais, parce qu'évidemment le temps que l'histoire démarre, on accumule des pages. Et le dernier, c'est le paroxysme, c'est que j'ai fait une histoire que je voulais sans ancrer. C'est celui-là, juste le crayonné que j'ai mis en couleur avec donc des effets de volume, mais il n'y a pas d'ancrage. Ah oui, directement comme ça, sans ancrage. J'aime bien aussi cette technique parce que le dessin est plus vivant quand c'est juste crayonné. Isa Python fait ça. Oui. Et j'ai fait ça une fois, comme je l'avais dit, c'est une histoire très très libre qui me permet pas des buildings, machin, qui
serait très compliqué à faire avec des restés nets sans traitement lourd, des forêts donc. Et donc c'est beau. l'histoire. Voilà, Oui, avec des créatures imaginaires en plus. Et bon, voilà, j'ai été au bout de ce truc-là. Et là, je suis pas mécontent de faire un truc plus cadré avec un scénariste. Alors justement, dans les histoires plus cadrées, parce que la première trilogie que tu présentes, donc Exil, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que tu m'en as parlé un petit peu. Oui, alors une fois que j'ai donc terminé avec l'histoire de Joséphine de Beauharnais, ça s'est arrêté. En transition, j'ai fait un album fantastique avec ma sœur au scénario. Mais après, tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce qui va pouvoir continuer dans la veine historique, puisque je vois que ça marche assez bien, les sujets historiques quand même. Je ne vais pas directement commencer par faire des choses comme ça, c'était un peu tôt par rapport à tout ce que j'avais pas pu publier encore. Donc, il se trouvait que on avait retrouvé chez ma grand-mère, dans son placard, quand on avait décidé de récupérer un carnet de mon arrière-grand-père qui a fait son service militaire en Nouvelle-Calédonie en 1897-1900 et qui avait laissé un gros carnet où il notait toutes ses impressions de l'époque. Et donc, on avait récupéré ça depuis quelques années et on a eu l'idée avec ma sœur au scénario, moi au dessin, en 3 volumes, de faire son parcours de ces 3 années-là. On l'appelait Exil parce qu'il y avait marqué souvenir de mon exil sur le carnet. Bon, par là-bas, ça prouve qu'il n'a pas fait ça volontairement, quoi. Il a été un peu, on a imaginé d'ailleurs qu'il a été puni parce que c'est l'époque de l'affaire Dreyfus, qu'il aurait pris parti pour Dreyfus et qu'on aurait puni à travers lui la franc-maçonnerie. On a appris qu'il était franc-maçon sur ce carnet, il y avait le signe de la. Ah, vous ne saviez pas? Non. D'accord. C'est des 2 pages collées d'ailleurs qu'elle a pas décollées mais qu'elle a regardé par des transparences. Elle a vu tout le truc, elle a retranscrit la page qu'on voit ici d'ailleurs à la fin. Elle l'a mis là. Elle a retranscrit à la main, elle a décalqué. Souvenir de mon exil, puis là il y a de la franc-maçonnerie. Et donc on aurait puni, c'est la thèse qu'elle a mis, la franc-maçonnerie à travers lui en l'envoyant si loin faire son service militaire. En fait, vous avez rempli les blancs de l'histoire avec ce que. Ce qui décrit tout ce qu'il voit, mais il raconte pas beaucoup ce qui lui arrive. Donc ça, il a fallu l'inventer. Oui, fatalement. C'est les lieux où il a vraiment été en tout cas. Pendant ces 3 années-là, et qu'on a imaginé qu'il était coiffeur à la fin, parce que chez les dollars, quoi, il était barbier, quoi. Puisqu'on sait que ça, on sait que quand il est revenu de France, c'est le métier qu'il a fait, c'était coiffeur pendant très longtemps, avant d'être libraire à la fin de sa vie. Ah, il a fini libraire. Et donc un lien, du coup, ça boucle avec. Et donc ma mère, qui l'a connu dans ces dernières années quand elle était enfant, on disait que ça discutait vraiment sexe politique dans la boutique des clients. Donc on était quand même début des années 50, fin des années 40, je me souviens de ça, et que ça pourrait coller avec son état d'esprit, même plus jeune, un peu frondeur, qu'elle a connu à la fin de sa vie, un peu marginal. Il y a une photo d'ailleurs revenue en France où il a 2 alliances, donc on a imaginé qu'il a pris une femme là-bas qui est morte dans un échauffourée et qui s'est mariée au retour en France avec celle en gardant la première alliance. Un peu un mariage arrangé, une variété, quoi. D'accord. Et alors, et Grain de Liberté, alors, du coup, une autre trilogie? Oui, alors pendant que je faisais ça sur un salon, quelqu'un m'a démarché pour faire cette histoire qu'il avait en tête depuis longtemps, qu'il avait déjà tout écrite avant que je le connaisse, sur les 2 premiers noirs affranchis de l'histoire de France, à la suite d'un procès gagné de leur part à Paris en 1767. Donc c'est une histoire authentique, vraie, qui n'est pas si connue que ça, avec les vrais noms consignés dans les procès-verbaux de l'époque, Julienne et Fantine, et des esclaves qui sont revenus de Saint-Domingue à Paris. Alors en réalité c'était à Bordeaux, mais là il l'a mis à Paris. Et comme leur maître était un ancêtre de Mendès Franck qui s'appelle Mendès dans la DG, qui était des juifs et qu'il fallait pour les juifs à l'époque se mettre aux normes très rapidement quand on arrivait dans la capitale, et qu'il l'a pas fait à temps, il avait l'intention de le faire. Mais il y a une patrouille de police qui le contrôle bêtement et qui le met en prison pendant 1 mois parce qu'il s'est pas mis aux normes assez vite. Et les esclaves noirs sont finalement livrés à eux-mêmes dans Paris, ils trouvent du travail pendant ce mois. La femme devient lingère, l'homme devient charpentier. Et donc 1 mois après, le maître sort de prison, il ne retrouve pas ses esclaves chez lui, ils ont ailleurs à se loger. Et puis quand il les retrouve, ils n'ont pas du tout envie de revenir esclaves. Et ils se sont fait un ami, clerc de notaire, qui les incite à engager un procès, sinon ils n'auraient pas eu l'idée d'eux-mêmes. Oui, bien sûr. Et ce procès, ils vont le gagner. Et c'est la première fois que ça arrive, c'est la première fois qu'on posait la question dans un tribunal, semble-t-il, et que ça
leur affranchissement de cette façon-là. Peut-être qu'il y avait des affranchissements avant selon le bon vouloir des maîtres, mais pas à l'issue d'un procès engagé. Et comme tu disais, c'est le fait qu'ils soient juifs, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a donné gain de cause à des esclaves, parce que c'était pour peut-être embêter un C'est juif. un sous-texte, c'est pas franchement dit dans la BD, je crois pas, non, à un moment, mais ça c'est ce quand on a discuté ensemble, c'est probablement que ça a facilité l'affranchissement de ces deux noirs, c'est que leur maître était juif et qu'on n'était pas contre de jouer un bon tour à ce maître qui déjà d'ailleurs avait fait un séjour en case prison quelques mois plus tôt. Oui, d'accord. Bah, écoute, merci, c'est passionnant. C'est deux séries, on va dire, sur des thèmes un peu engagés au sens large. Pas... Oui, parce que c'est jamais appuyé, c'est que les faits, et puis chacun pense qu'il est. Et c'est des thèmes pas abordés, je les ai jamais vu abordés ailleurs. Non, c'est vrai, c'est totalement original. Donc c'est intéressant. Bah, merci beaucoup, Renaud. Oui. Je te souhaite un bon salon. Merci. Et à bientôt. Oui, au revoir.